Alors bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau et énième lundi soir. Ce soir, on accueille une personne qui nous est très chère et qui collabore très régulièrement avec Lundi Matin, à savoir Serge Quadrupani, qui est venu accompagné de très nombreux amis avec nous pour parler d'un livre qu'on estime être vraiment exceptionnel et important, à savoir une histoire personnelle de l'ultra-gauche, que je montre à cette caméra-là, ça va, on voit. Ok. Euh, donc une histoire personnelle de l'ultra-gauche, Serge Quadrupani, et plein d'invités. En général, ces dernières années en tout cas, quand le terme d'ultra-gauche est apparu médiatiquement, il consistait en fait, du point de vue du pouvoir, à nommer ce qui serait un peu plus fou que l'extrême gauche. Ce qui serait, enfin, en gros, l'extrême gauche, on ne peut pas tout à fait la cartonner comme on voudrait, et donc a été trouvé ce vocable d'ultra-gauche pour dire en fait un peu, pour désigner le Black Bloc, pour désigner l'affaire de Tarnac, pour désigner les gens qui aujourd'hui sont à Sainte-Soline, pour désigner ce qu'on n'arrive pas en fait autrement à désigner. Et donc, bon, du point de vue du pouvoir, ce terme d'ultra-gauche, veut pas dire grand chose. Pourtant, historiquement, ça signifie quelque chose. Et donc, Serge, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce qu'on peut commencer par dire, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à vouloir raconter, on va parler du côté d'une histoire personnelle, mais à vouloir parler de l'ultra-gauche, à savoir donc pas cette espèce d'épouvantail absurde produit par les communicants dégénérés actuels, mais d'un courant politique existant, réel et puissant dans l'histoire. C'est certainement d'abord l'existence de cet épouvantail absurde, c'est-à-dire que je pense que on ne doit pas abandonner les mots à l'ennemi, de même qu'on ne doit pas abandonner le mot communisme aux staliniens ou aux réactionnaires. Le terme ultra-gauche, à une époque bien précise, a commencé à désigner certains courants, et certains courants révolutionnaires dans lesquels j'ai baigné, à partir desquels je pense qu'il y a vraiment des enseignements importants à tirer encore aujourd'hui. Donc je voulais parler de ça. Oui, parce qu'en fait, en général, la réponse, par rapport à l'épouvantail du pouvoir, la réponse un peu facile et pas forcément très maligne, c'est de dire l'ultra-gauche n'existe pas. En fait, si, l'ultra-gauche, ça existe, en tout cas, ça a existé. Est-ce que tu peux commencer un peu par, on va y aller doucement, parce qu'on est plein, des gens vont poser des questions, mais par donner un petit peu les espèces de contours de ce qui est, quand on n'est pas ministre de l'Intérieur, de ce qu'on met derrière le terme d'ultra-gauche. Je crois que ce qui est important, peut-être, c'est de partir de l'autodésignation des groupes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dans l'après 68, ont commencé à s'autodésigner comme ultra-gauche. Et c'était pas des journalistes qui venaient ou des policiers ou des journalistes policiers qui venaient dire vous êtes ultra-gauche. C'était eux-mêmes qui employaient ce terme ultra-gauche pour parler d'eux-mêmes. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que ces gens voulaient se distinguer de ce qu'on appelait à l'époque les gauchistes. Et aujourd'hui, le pouvoir met tout dans le même sac. Et pour eux, l'ultra-gauche, de toute façon, en gros, ça commence à partir de Mélenchon. Donc, Mélenchon, le mitterrandien, donc c'est assez comique. Bon. Donc, ces gens qui se sont autodésignés comme ultra-gauche après 68, en plus, c'était pas tous, parce que comme tout le monde, comme encore aujourd'hui les révolutionnaires, ils ont du mal à accepter une étiquette. Je crois qu'ici, c'est aussi le cas. Lundi matin,
c'est les journalistes qui disent que lundi matin c'est l'ultra-gauche, mais lundi matin ne revendique pas cette étiquette. À mon avis, lundi matin ne revendique aucune étiquette particulière. Donc, il y avait cette attitude, mais après 68, mais quand même, il y avait des courants qui, plus ou moins, pouvaient s'auto-revendiquer comme ultra-gauche. Et qu'est-ce que c'est que ces courants ? Pour eux, c'était important de se distinguer de ceux qu'on appelait les gauchistes, parce que les gauchistes, c'était qui ? C'était les trotskistes et c'était les maoïstes. C'est ceux que le pouvoir appelait les gauchistes. Et les trotskistes et les maoïstes, ce sont des gens qui étaient dans la lignée de Lénine. Parce que c'était des léninistes. Et ces gens qui se revendiquaient comme ultra-gauche, c'était des anti-léninistes. Alors, il faut se demander pourquoi il y a cette distinction importante autour de Lénine. C'est que Lénine, c'est celui qui a repris à son compte une théorie qui avait été... un point de vue qui avait été théorisé par Kautsky, le grand théoricien de la social-démocratie allemande et de la social-démocratie internationale à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, selon laquelle la classe ouvrière, livrée à ses propres forces, ne pouvait s'élever qu'à une conscience syndicaliste, qu'à des revendications économiques. Et qu'il fallait que des gens, et ces gens ne pouvaient être que des intellectuels bourgeois, viennent leur apporter la conscience de ce qu'ils étaient en train de faire, viennent de leur expliquer ce qu'ils étaient en train de faire. Et je caricature pas vraiment, en fait. C'est à peu près ce que... Non, je caricature pas, on peut pas dire que c'est de la caricature. Et donc, cette position-là a été très tôt critiquée au début du XXe siècle, entre autres dès le début par Rosa Luxembourg, qui tout en étant dans le parti social-démocrate allemand, avait la position selon laquelle le rôle du parti ne pouvait être que d'accompagner le prolétariat, mais que ce que devait faire le parti devait être produit par l'activité spontanée des masses. Rosa Luxembourg a beaucoup insisté sur l'activité spontanée des masses. Et très tôt, elle a critiqué le caporalisme de Lénine. Et ensuite, il y a eu, dans les années 20, il y a eu deux révolutions. Il y a eu la révolution russe et la révolution allemande. Et dans la révolution allemande, la majorité des gens, les forces les plus représentatives de ce qui était en train de se passer dans les conseils ouvriers allemands, critiquaient cette idée de Lénine selon laquelle la conscience de classe devait être apportée de l'extérieur par des intellectuels, et que parce que la conséquence de ça, c'est que les masses devaient être dirigées par le parti. Et donc c'est la direction, le parti devait prendre la direction du mouvement. Et donc il se trouve que la révolution qui a gagné, c'est celle de Lénine, avec un parti qui a pris le pouvoir dans une sorte de putsch, qui a été la révolution de 1917, qui ensuite a proclamé la dictature du prolétariat, qui s'est rapidement, comme tout le monde sait, transformée en dictature sur le prolétariat. Tandis que ceux qui défendaient un point de vue critique, ce qu'on a appelé la gauche allemande et hollandaise, ils ont été vaincus. Et donc, c'est en référence à cette histoire, et donc cette gauche allemande et hollandaise, on l'appelait conseilliste. Et cela
je t'interromps, oui. juste parce que, pour pas, Oui. on imagine qu'il y a des gens qui vont regarder Oui. et qui n'ont pas toutes les références. Conseilliste, pourquoi? Parce que le conseilliste, c'est l'idée qu'il n'y a que les conseils ouvriers, il n'y a pas le parti au-dessus qui décide pour tout le monde, mais la base de l'organisation de la société. De l'organisation des luttes et ensuite de l'organisation de la société qui doit découler de ces luttes, c'est les conseils ouvriers. Et donc, cette gauche conseilliste, elle est restée un courant très minoritaire. Elle est restée un courant minoritaire parce qu'elle a été battue, mais c'est vrai que la majorité au départ des révolutionnaires allemands étaient, et hollandais étaient sur ces positions-là, sur les positions conseillistes. C'est important de le dire parce que ce sont des théories qui sont pas nées comme ça dans l'élaboration d'un cabinet de travail, mais ce sont des théories qui ont été vécues, les gens qui portaient cette critique de Lénine. Et d'ailleurs, dans les premiers congrès de l'Internationale communiste, ces gens-là avaient droit de citer, ils participaient au congrès de l'Internationale parce qu'ils représentaient quelque chose, ils représentaient des milliers et des milliers de travailleurs en lutte. Donc, après, c'est devenu un courant de plus en plus uniquement théorique. Mais ce courant uniquement théorique, et donc ces gens-là, la difficulté, c'est que ces gens-là, Lénine les appelait les gauchistes. Mais plus tard, dans la seconde grande rupture révolutionnaire du XXe siècle, c'est-à-dire autour des années 70, les gauchistes, tels qu'ils ont été nommés par le pouvoir, en fait, c'était des léninistes. Et donc c'est pour ça que des gens ont été désignés et se sont souvent autodésignés comme étant des ultra-gauches. Voilà, j'espère que j'étais assez clair sur l'explication. En tout cas, ce qui est important pour moi, c'est de parler de ce courant, de ce qu'il a apporté, de la réflexion qu'il a apportée, parce que ce courant a quand même, pour moi, a plongé au cœur de ce qu'il y a eu de plus important et de plus neuf dans la théorie marxienne. C'est-à-dire, en fait, les élaborations de Marx sont parties de textes. On peut en trouver pour moi, on peut trouver l'essentiel de Marx très tôt, dès la période des années 40, dans les manuscrits de 1844 et aussi dans la critique de la philosophie du droit de Hegel ou dans des textes comme ça, ou les thèses de Feuerbach. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'il y a un être social à qui on a fait non pas un tort particulier, mais un tort universel. C'est un groupe social qui, en se soulevant contre le tort universel qu'on lui a fait, délivrera la totalité de la société. Il se soulèvera à titre universel, c'est-à-dire qu'il permettra à tout le monde de connaître le règne de la liberté. Et pas seulement, il se soulèvera pas seulement au nom de ses propres intérêts, mais au nom des intérêts de toute l'humanité. Et donc ce groupe-là, c'est le prolétariat, tel qu'il est annoncé. Et ces textes-là, ce sont les textes qu'ont publié une revue qui s'appelait Les Cahiers Spartacus, et à l'incitation de camarades, dont j'en ai un à ma droite, François Cerruti, dit François Martin dans ses élaborations théoriques. Et ces textes étaient publiés dans cette revue qui s'appelait Les Cahiers Spartacus, parce que Les Cahiers Spartacus, ça a été depuis les années 30 du XXe siècle, en France, en français, le principal organe à travers lequel ce courant critique du léninisme puis du stalinisme s'est exprimé. Avant parce que pour refaire un peu un truc, pour remettre un petit peu les bouts,
En France, le marxisme a comme partout dans le monde, a une grosse influence, mais en France, il y a cette particularité que il y a deux traditions qui dominent. Alors, une qui a dominé pendant très longtemps, qui est le stalinisme. Bon, tout le monde voit à peu près bien ce que c'est le stalinisme, et le trotskisme. Tout le monde voit à peu près bien aussi ce que c'est que le trotskisme. Enfin, même si on les avait un petit peu oubliés, mais dernièrement, ils réapparaissent avec Révolution permanente, le point levé, etc., etc. Enfin, c'est une espèce de retour. Et en fait, là, ce dont on parle, c'est dans le fond une troisième, pas une troisième tradition, une troisième interprétation en fait des textes de Marx, qui consiste à dire non. On n'a pas besoin de constituer un parti, la version du PCF, on n'a pas besoin de faire des entourloupes dans les AG, de constituer un petit parti un peu en fourbe et de manipuler les masses, nous les sachants, etc. Non, c'est une lecture de Marx qui consiste à dire, en fait, le prolétariat, à savoir donc le prolétariat dans le sens pas nécessairement même la classe ouvrière, dans ce cas le prolétariat en tant que ceux qui n'ont plus de pouvoir sur leur vie et qui le savent, sont en mesure par eux-mêmes de déterminer non seulement les conditions de leur propre émancipation, mais aussi ce que pourrait être un futur communiste, sans passer par la médiation d'un parti. Et donc en France, évidemment, en France, pays de l'État, tout le monde adore l'État, évidemment, tous les marxistes deviennent soit staliniens, soit trotskistes pour les plus rusés ou les plus renards, mais il existe une autre tradition qui consiste à dire, en fait, notre libération, notre émancipation, elle ne peut venir que de nous, sans médiation. Et l'histoire de l'ultra-gauche, historiquement, aller puiser dans cette histoire-là, c'est essayer de rester fidèle à cette idée que personne d'autre que nous-mêmes ne pourra nous libérer, nous émanciper, ou nous amener au communisme. Juste pour essayer de... Bah écoute, tu as très bien... voilà, tu aurais dû écrire un livre. Mais je voulais pas l'interrompre, c'était juste... syndicaliste aussi en France. Oui, il y avait quand même des tendances anarcho-syndicalistes fortes en France aussi. Oui, mais... Il n'y a pas que les trotskistes. Tu veux dire aujourd'hui... L'opposition au marxisme, quoi. Oui, mais là on parle des marxistes, justement. Ouais. Et c'est vrai que... mais en plus, c'est pas par hasard si ce courant-là, le courant ultra-gauche ou conseilliste, s'est retrouvé très souvent aux côtés des anarchistes et des anarcho-syndicalistes. Quand ils cherchaient à avoir une influence dans les luttes, ou quand ils cherchaient à apparaître, ils se retrouvaient très souvent sur les mêmes positions, par exemple par rapport à la critique de l'URSS, par rapport à la critique du rôle des grandes centrales syndicales. Ils ont souvent été... Ou après dans les actions en 68 par exemple aussi. Ou en 68. Voilà. Et que ce soit en France ou ailleurs. Mais ce qui est intéressant dans le livre, je rebondis parce que ça, je pense que c'est un point hyper important, parce que quand on parle de ce genre de truc-là, on pourrait se dire, c'est des espèces de guerres de chapelle, des espèces de trucs un peu de théoriciens intel à théoriser que le prolétariat s'émancipe comme ceci, l'autre comme cela, etc. En réalité, toutes ces théorisations-là, elles arrivent toujours après des mouvements. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'il y a des événements historiques où il s'avère que la plèbe, le prolétariat, ce qu'on veut, le mouvement prend certaines formes, en l'occurrence, à des moments, rejette absolument la forme parti, rejette la délégation du pouvoir, rejette la forme État, etc., etc., etc. Et en fait, la théorisation, elle arrive après. C'est qu'après coup, on se dit, ah bah tiens, dans l'histoire comme on la connaît, ou de ce qu'on en connaît, finalement, ce qu'on trouve, enfin, on va
va trouver Kronstadt plus sympa que les bolcheviks. On va trouver la révolution allemande plus intéressant que telle forme de social-démocratie. On va trouver dans la révolution espagnole, dans les pratiques anarchistes, quelque chose de beaucoup plus vital que dans tel autre truc. Et donc, tout ce qui pourrait apparaître comme des espèces d'élucubrations où on va farfouiller dans des textes, etc., en réalité, à chaque fois, les désaccords, ils correspondent à des désaccords qui sont formulés dans les faits, pratiquement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont battus les uns contre les autres, certains qui se sont fait buter par d'autres, etc., etc. C'est que la discussion sur l'ultra-gauche, sur l'émancipation, etc., ça, c'est pas une discussion théorique, en fait. Hein. Elle prend des atours théoriques, parce qu'on en parle avec un petit peu, parce qu'on lit des livres et des machins, mais en réalité, à chaque fois, c'est des cristallisations de situations bien particulières, où il y a eu des prises de parti claires et nettes, où, selon les uns et les autres, un tel a trahi la révolution, tel autre l'a fait rater, ou etc., etc. Mais on parle de choses, de faits historiques, en fait. Ben, oui, dans ce que tu dis, ça me fait penser à une chose, c'est que René Lefebvre me disait, René Lefebvre, donc le fondateur, le créateur, l'animateur des Cahiers Spartacus, avait publié énormément de textes de ces courants, des gens comme Rosa Luxembourg, bien sûr, et puis d'autres comme Pankow, comme Gorter, etc., des critiques de Lénine. Et il avait pour politique, parce que c'est un peu particulier, ces livres, il voulait qu'ils soient le plus lus possible par les prolos, et donc ils étaient en vente dans les kiosques. C'était censé être des périodiques, ça s'appelait les Cahiers Spartacus. Et donc il faisait des tirages monstrueux. Je sais pas. C'était genre 10 000 exemplaires. Quoi. Il faisait des tirages incroyables. Et en fait, il lui restait des stocks qui s'étaient accumulés, etc. Ouais. Et puis, à la fin des années 60, tout à coup, il s'est aperçu qu'il y avait un regain d'intérêt pour sa littérature. Pendant un moment, il avait même arrêté de publier, parce qu'il n'arrivait plus à les vendre. Et puis, il y a quand même eu un regain d'intérêt avant même 68. Les gens ont recommencé à lire ces livres, à s'intéresser à ce courant-là. Il faut savoir que c'est dans cette période-là, juste avant 68, que s'est formé et devenu de plus en plus efficace l'internationale situationniste, par exemple, qui était elle-même issue de ce Sésamo Barbarie, enfin, issue de... c'est très c'était un courant qui était abusif lié, quoi, de dire ça, mais disons qu'ils ont été très influencés par eux, quoi qu'ils en disent. Et c'est à ce moment-là aussi, juste avant 68, que René est entré en contact avec la librairie La Vieille Utope, qui à l'époque n'était pas une officine négationniste comme l'a fait après, une décennie plus tard, Pierre Guillaume, mais qui était le lieu de rencontre de tous ces courants. Il y avait, et pas seulement, et effectivement, il y avait aussi des textes anarchistes, il y avait des textes... il y avait les gars de l'internationale situationniste, en fait, qui étaient parmi les fondateurs de la librairie. Hein. Alors, François, tu peux peut-être dire 2 mots sur ta propre biographie, quand même. Enfin, moi, ça m'a intéressé de faire participer François, parce que, outre d'avoir été un des piliers de la Vieille Utope, numéro 1, c'est-à-dire lieu de rencontre. La période numéro 1. Ouais. Oui, lieu de rencontre. C'est pas moi qui étais le numéro 1. Lieu de rencontre des... Ah bon, il y avait un numéro 1 il y avait des hiérarchies. Il avait un passé tout à fait intéressant qu'il raconte dans son livre. Je pense qu'on vous montrera la couverture, puisque il avait été réfractaire, déserteur de la guerre d'Algérie, et ensuite et donc après il a participé à cette
Oui, moi j'étais quasiment à l'ouverture de la librairie. Voilà. Ouais. Et ce qui est important, justement, parlons toujours du rapport entre la théorie et la pratique, c'est que comme par hasard, tout à l'heure, François me disait, mais c'est quand même bizarre, parce que nous, on faisait des trucs, on avait des tas de trucs dans la tête, tout ça tournait et tout, et puis on s'est quand même retrouvé à Sancier à faire le comité interentreprise, mais c'est pas par hasard. C'est-à-dire que, en fait, en 68, ce qui a sans doute été le lieu de puissance et d'affirmation le plus grand d'une tentative de liaison de toutes les tendances radicales dans les usines, dans les lieux de travail, c'était le comité Interentreprise qui était à Sancier. Qui était à Sancier. Et parmi les principaux animateurs, il y avait toute la bande de la Vieille Étoile. Voilà. Et est arrivé vers la fin Mustapha Khayati, qui était un des piliers aussi de l'international situationniste, qui avait quitté le groupe, enfin, quitté, disons, il s'était intéressé à venir avec nous. Eux, ils étaient, avec Debord et compagnie, ils avaient formé aussi le un comité collectif. pour le maintien des occupations. Voilà, et qui avait moins accroché que nous à Sancier, quoi. C'est-à-dire que le comité pour le maintien des occupations, son activité principale, c'était d'envoyer des télégrammes partout dans le monde à tous les... c'était d'ailleurs marrant. Ils envoyaient des télégrammes au pouvoir maoïste, aux dirigeants maoïstes, Tremblay bureaucrate, le pouvoir international des conseils ouvriers va bientôt vous balayer. Mais leur activité pratique n'était pas très fondée sur ce qui se passait réellement dans les usines. Oui, mais ce qui est intéressant dans cette anecdote, c'est que vulgairement en France, on dit mai 68 arrive un petit peu comme ça, d'un seul coup, ça arrive, et puis c'est une espèce c'est un printemps. Mais ce qu'on comprend dans ce que vous racontez, dans ce qu'on connaît de l'histoire, c'est qu'en réalité, ça arrive comme ça, comme un printemps, mais ça arrive aussi parce qu'à cette époque-là, tout un tas de jeunes gens, peut-être moins jeunes, se remettent à se pencher sur une tradition politique bien particulière, qui rejette, parce qu'en gros, on est dans l'après-guerre, le PCF domine la gauche, etc. Et en gros, toute une espèce de pensée politique qui ne veut pas se contenter de la gauche comme elle existe, qu'elle soit réformiste ou qu'elle soit stalinienne, enfin même qu'ils la vomissent, et où les gens, à ce moment, avant 68, vont essayer d'aller piocher dans les exemples historiques, ce qui précisément a combattu ces tendances-là, ou y a échappé, même spontanément, quoi. Enfin, sans dire que 68 n'a pas été partiellement spontané, mais ce que je veux dire, c'est que les gens à ce moment-là allaient rechercher dans l'histoire des idées, dans l'histoire des luttes, dans l'histoire du mouvement révolutionnaire, ce qui leur permettait de sortir de ce truc. Le PCF était très très important, il dominait toute la pensée de l'époque. Oui, pas seulement en France, en Italie aussi, je crois. Et ce qui est important, enfin, il faut quand même... il y avait ces gens qui redécouvraient les théories, et puis parallèlement, on ne peut pas dire qu'ils communiquaient absolument. Dans les usines, il a commencé à y avoir des mouvements d'insubordination qui étaient de plus en plus fréquents, parce que les grèves sauvages qui ont été à l'origine de mai 68, elles ont commencé bien avant 68, elles ont commencé dès le début de l'année, et il y en avait eu même dans les années précédentes. Et cette coïncidence entre le fait que des gens remettaient en cause voulaient remettre en cause le capitalisme, mais rejeter aussi le stalinisme et les recettes partidaires, et d'un côté et que de l'autre, il y avait un accroissement
de la combativité ouvrière, c'est ce qui a produit 68, plus l'espèce de remise en cause générale de ce qu'on appelait la société de consommation, c'est-à-dire une critique que les situationnistes ont été dont les situationnistes ont été les meilleurs interprètes sur la capitalisation de la vie, sur l'envahissement de la vie par la marchandise, etc. C'est la coïncidence de ces différents mouvements qui est à l'origine de la grande coupure de 68, qui n'a pas concerné que la France. C'est un mouvement mondial qui concernait aussi bien les États-Unis que l'Italie, il y a eu des mouvements partout, au Japon, etc. Attends, moi je t'interromps sur un truc parce oui. que un autre écueil dans les discussions comme ça un petit peu théoriques, c'est de se dire alors qu'est-ce que la domination? Alors est-ce que c'est la domination de la marchandise sur le marchand ou de l'État? Il y a toute une littérature à laquelle on participe allègrement qui s'arrache les cheveux là-dessus. Quelle est l'origine de ce, contre quoi est-ce que on se révolte, de quoi on serait l'ultra gauche pour reprendre ce fil-là. Et je vais citer un passage de ton livre que j'ai trouvé vraiment super. Qui est le tout début du livre en fait, où tu t'adresses à l'enfant d'ami à toi, et où j'ai l'impression que tu resitues à un niveau très existentiel, personnel et subjectif ce que c'est que d'être d'ultra-gauche ou non. Je lis parce que je pense que ça vaut le coup, c'est assez court. Donc tu t'adresses à ce moment-là, oh, l'enfant d'un ami, j'ai cassé un petit peu du dispositif, mais c'est pas très grave. Alors, cher Karl, à l'époque où l'on commence à se construire une pensée autonome, entre 14 et 18 ans disons, j'ai été confronté à deux affirmations qui, sur le moment, m'ont laissé à peu près sans voix. La première émanait de ma mère, ouvrière agricole et femme de ménage qui a élevé seule 4 enfants. Comme je lui balbutiais quelques idées politiques, elle a soupiré. Il y a toujours eu des riches et des pauvres, et il y en aura toujours. Le deuxième propos, c'est un peu plus tard. Une prof de philo que j'aimais bien qui l'a tenue. On s'était un peu agité dans le lycée, grève avec occupation, affichage et graffiti, et à la reprise, elle avait recommencé son cours sur Hegel, comme si de rien n'était. Puis, tout d'un coup, au bout de quelques minutes, elle avait eu l'air de s'énerver toute seule, et elle avait lancé « Mais qu'est-ce que vous croyez ? Qu'est-ce que vous attendez de la vie ? La vie, c'est aller dans un salon de thé, prendre un thé, avec des gâteaux, et voilà, on est content, c'est ça, la vie. » Je peux dire que toute ma vie, j'ai essayé de donner tort à ma maman et à ma prof. Identifier l'insupportable et rester son irréductible ennemi. C'est cela qui doit orienter ta vie, Karl. Ce que Badiou appelle, il me semble, les points à tenir. Je pense qu'il est bien utile, à partir de sa propre expérience, de mettre en quelques phrases ce contre quoi on a envie de se battre, et de tenir sans cesse cette belligérance ouverte, de s'agripper à la certitude de ce qu'on ne veut pas, comme on tient une forteresse d'où on repart sans cesse à l'assaut, à condition que la forteresse ne soit pas bâtie sur des slogans creux et des certitudes trop faciles. C'est pas mal. Je peux pas dire le contraire. mais non, mais je lis ça parce que le passage est hyper stylé, mais aussi parce qu'en fait, là, tout notre discours un petit peu, on va dire un peu métapolitique, d'un seul coup, parce que là, on parle d'un livre qui s'appelle quand même Une histoire personnelle, donc il y en a beaucoup des histoires personnelles, on n'en doute pas, mais c'est quand même une histoire personnelle de l'ultra-gauche. C'est-à-dire que un des enjeux là-dedans, c'est de montrer aussi d'où viennent subjectivement le refus des choses. On ne pense pas abstraitement qu'il faut être contre Kautsky et pour bidule le truc de machin, si on n'a pas un rapport un peu viscéral au monde qui nous entoure. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très présent, qui est important pour moi et qui est une des bonnes influences qu'a eu René Lefebvre sur moi, c'est l'importance de la fidélité.
d'une certaine manière, d'une certaine fidélité, justement à ce qui te paraît essentiel. Je veux dire, René Lefebvre, c'est quelqu'un qui en a quand même bavé, qui s'est beaucoup accroché pour pouvoir continuer à faire dans des périodes en plus où ça n'intéressait plus personne, de continuer à mener l'activité qu'il a menée. Et pour moi, c'est une qualité essentielle de tenir, comme je dis là dans ce passage, de s'accrocher aux points, les points forts, les points essentiels sur lesquels on a décidé qu'on ne lâcherait pas. Et je crois que c'est un des mérites de l'ultra-gauche d'avoir continué à des époques où c'était pas si facile de rejeter le stalinisme, par exemple, de rejeter de rejeter cette idée que il y avait quand même quelque chose de progressiste, de mieux du côté de l'URSS, et c'était quand même ça que les trotskistes continuaient à vouloir soutenir avec leur théorie de l'État ouvrier dégénéré, où ils expliquaient que oui, pourtant ils avaient perdu leur leader, avec au bout d'un pic à glace, mais quand même il fallait toujours trouver que, et puis en dernier lieu, on a eu droit à ça encore. On a eu droit à ça encore après la chute du mur. Il y avait des gens pour dire « Ah oui, mais quand même, l'URSS, c'était en contrepoids à l'impérialisme. » Et moi, j'ai dit la chute de l'URSS, au contraire, l'URSS, c'était la caricature c'était plus qu'une caricature, c'était une chape de plomb sur l'idée de communisme. C'est quelque chose qui a trahi tous les espoirs de centaines de milliers d'ouvriers qui sont morts en se battant pour une société meilleure, et on leur a vendu cette atroce caricature policière qui était cette caserne qui était l'URSS, et tant mieux que cette caserne se soit écroulée. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui fantasment derrière Poutine la possibilité que ce soit une espèce de contrepoids à cet horrible impérialisme américain. Mais l'impérialisme russe n'est évidemment pas plus sympathique que l'impérialisme américain. Donc il y a quelque chose de complètement délirant là-dedans. Et l'ultra-gauche a eu ce mérite de s'accrocher au refus au refus de la forme étatique, au refus et c'est l'ultra-gauche qui a commencé à avancer la meilleure critique possible de l'URSS comme capitalisme d'État. Et c'est vrai qu'à une époque où toute la vie culturelle était dominée par un PC complètement hégémonique, il fallait le faire, quoi. Bon, et donc cela a entraîné le fait que malheureusement, par un processus presque inévitable, l'ultra-gauche a eu tendance souvent à penser que, comme elle avait eu très souvent raison, à penser qu'elle avait toujours raison. Et ça l'a conduit à une certaine forme d'arrogance qu'elle a payée très cher. Et elle avait d'autant plus facilement raison qu'elle avait raison en étant juste en mesure de dire que les autres avaient tort. Elle avait raison de dire que les autres avaient tort. Mais oui. C'est pas la même chose. Mais pas seulement. C'est-à-dire que pas seulement, parce que justement, mai 68 a été une vérification des thèses de l'ultra-gauche. Quand on a vu
que la plus grande grève générale de l'histoire se déclenchait en France, quand on a vu des grèves sauvages déclencher un mouvement social et des milliers de jeunes descendre dans la rue, de jeunes et de moins jeunes descendre dans la rue pour réclamer une autre forme de vie, c'est pas un parti qui a décidé, qui a appuyé sur des boutons et qui a décidé de lancer ce mouvement. C'est un mouvement qui est né en dehors des partis, justement. Et de tous les calculs des partis, y compris des partis dits gauchistes. Les partis dits gauchistes étaient complètement à la ramasse en 68. Oui, en fait, à un moment donné, il y a des comités d'action qui se forment. Et en fait, oui, toutes les organisations organisées, en fait, sont complètement en dehors de tout ça, ou alors se mettent individuellement dans les comités d'action, quoi. Et donc, là, ça a été une vérification par l'histoire de la justesse des thèses de l'ultra-gauche. Mais justement, le problème, c'est que après, un certain nombre d'individus ou de groupes se sont un peu enivrés de leur science, de leur science des faits sociaux. Et on peut parler de l'IS et de l'arrogance érigée en pratique dominante, que ce soit dans les rapports avec les autres groupes, ou que ce soit dans les rapports entre individus, en particulier dans les rapports entre le gourou et le reste du monde. On peut parler de l'IS, on peut parler aussi après de la dérive catastrophique de Pierre Guillaume et de quelques représentants, quelques groupes de l'ultra-gauche qui se sont mis à imaginer qu'ils avaient mis la main avec Faurisson, ils avaient mis le doigt sur une vérité historique qui allait... Qui allait tout renverser. Qui allait tout renverser. Donc, sans voir la nature profondément antisémite à la fois du personnage et de ses théories. C'est une histoire hyper importante, mais malgré tout à la marge. Mais j'ai un peu perdu mon fil, mais moi je voulais dire un truc sur l'action de le truc. Tu disais un truc tout à l'heure sur la fidélité que je trouvais à la fois chouette et un peu bizarre. C'est que l'ultra-gauche, être fidèle à quelque chose. Et bon, pour autant, quand on connaît même un peu vulgairement l'histoire de 68, parce qu'on en était là, il va falloir qu'on avance un peu dans l'histoire rapidement, mais il y a beaucoup de gens qui étaient fidèles à ces idées-là à ce moment-là, qui les ont trahis de manière diverse et variée, et pas que... parce que là, on parle très rapidement du PCF qui va trahir le prolétariat, etc. Mais bon, il y a aussi toute une énorme partie des gens des insurgés de cette période-là, qui sont devenus, selon la vulgate publicitaire ou autre. Là, ce qui est marrant dans le passage ce qui est touchant en fait dans le passage que je lisais tout à l'heure, c'est que toi, Serge, je te jette un peu des fleurs, mais même complètement, mais toi, t'es pas juste resté fidèle à une idée abstraite de ce que devraient être les conseils ouvriers, blablabli, blablabla. T'es resté fidèle à un refus de l'autorité, un refus de l'ordre des choses, un refus de ce qu'est la vie misérable qui nous est faite, etc. Alors que tu aurais, par exemple, pu devenir un grand écrivain. Bah, j'espère que C'était une blague, mais tout le monde raconte. J'espère que je le suis devenu. Hein. Mais tu vois, tu fais rire tout le monde. Mais oui, c'était le but. Non, mais
enfin, je pense que ce qui est important, c'est... Non mais attends, je t'interromps, mais je disais pas ça pour se faire une vanne. Ce que je veux te dire, c'est que t'as fait, là tu parles de ces trucs-là, t'as fait tous ces trucs-là, ensuite il y a eu tout le reste de l'histoire, etc. Et aujourd'hui, à ton âge, tu fais les 1000 trucs pour lundi matin, etc., etc. Enfin, il y a quand même, là ce que tu dis dans cette lettre à Karl, machin, ce que tu nommes, ce que tu circonscris comme zone de choses qui ne sont pas acceptables, dans le fond, il y a quelque chose là-dedans qui est inaltéré. Oui, mais c'est pour ça. Enfin, je pense que ce qui est important, quand je parle de la fidélité, c'est la fidélité à quoi je pense que la vie des individus comme la vie des groupes, des rassemblements politiques, ça ne peut être que tourner autour de cette question: à quoi devons-nous rester fidèles? À quoi est-ce qu'on tient tant qu'on veut le préserver, même dans les périodes mauvaises? Parce que c'est vrai qu'il y a des périodes mauvaises où, en ce moment, est-ce qu'on vit une période mauvaise ou pas? J'aurais du mal à la qualifier vraiment, la période qu'on vit. En tout cas, on constate qu'il y a un basculement vers la droite de tout l'éventail politique et au niveau mondial. Et donc, dans une période comme ça, qu'est-ce qu'on veut continuer à tenir quoi qu'il arrive? Ce sont des questions essentielles. Et pourquoi on le tient? Parce que alors, on reviendra peut-être après à vos jeunesses respectives, mais là, vu que vous avez de la bouteille, les trois autour de moi, là, ce livre, donc, il expose vraiment, je le résume un petit peu, mais donc c'est une histoire personnelle, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée derrière ce livre, je dis ça parce que pour ne pas y avoir été tout à fait étranger, c'était de dire, en fait, il faut être capable, pour les jeunes générations, de raconter l'évolution des idées, aussi à partir de comment est-ce qu'elles ont été incarnées, comment est-ce qu'elles nous ont traversées, et qu'est-ce qui fait qu'à telle période, les groupes politiques un peu les plus vénères, les plus marrants, ont pris telle direction plutôt qu'une autre. Enfin, en fait, les expérimentations. C'est ce qu'a fait Alessandro aussi avec son livre, dont tu peux nous rappeler le titre. Année de rêve et de plomb. Mais donc, en gros, l'idée derrière ce livre, c'est de dire, il y a certes des idées, il y a une histoire des idées, mais on n'est pas là pour faire... il y a des clowns comme Bourseillet pour faire des histoires de l'ultra-gauche, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir les intersections entre les cheminements personnels et subjectifs, et collectifs, évidemment, et les idées qui viennent prendre collectivement, dans une époque donnée, des gens énervés contre l'ordre des choses. Et donc ce livre-là, en fait, il retrace 40 ans d'évolution théorique qui sont absolument liées à des expériences personnelles. Mais donc là, je sors mon échelle pour arriver à aujourd'hui. Vous, avec là où les bouteilles que vous avez, là, la situation présente, par exemple, au vu de cet énorme bagage qui est le bagage d'ultra-gauche, de l'autonomie italienne, etc., 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 est-ce que vous avez l'impression d'être dépassé et d'être à la retraite, ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites « Ah bah tiens, c'est marrant, c'est vraiment bien dans la continuité de ce qu'on se dit ». J'ai contre la réforme Macron de la tête, mais jamais je suis à la retraite, jamais. Pas de retraite. Moi, ma retraite, elle est trop misérable pour que je me contente de ma retraite. Donc, j'ai beaucoup d'autres intérêts dans la vie que de me sentir à la retraite, quoi. C'était une non, mais j'ai bien compris. Ce que je veux dire, c'est j'ai bien compris. Qu'est-ce que tous vos bouquins, ça vous permet de voir. Enfin, en fait, non, je le reformule de manière un peu France Inter. Qu'est-ce que vous, depuis ces expériences-là, depuis ces analyses-là, depuis ces milliers de lectures, depuis cette espèce de vision très acérée des rapports sociaux, du fonctionnement du capitalisme, etc., 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 qu'est-ce que vous pensez
que vous voyez ou pas de la situation que de jeunes ou moins jeunes comme nous ne pouvons pas voir. Qu'est-ce que vous pouvez nous aider à voir? Qu'est-ce que cette tradition-là, dont vous incarnez des figures, peut nous aider à comprendre? Qui sont difficiles. Tu veux répondre? Non, mais il y a le mouvement des places qui commence. Je veux dire, quand on s'est retrouvé avec ma compagne où on habite, qu'on est allé dans les collectifs qui se constituaient, on avait quand même l'impression que on se retrouvait en 68 du point de vue, en tout cas, du comportement des gens, de la manière d'être et d'agir, quoi. Ça a été... alors, bon, après, ça n'a pas vraiment continué, mais enfin, en réalité, moi, je suis toujours optimiste, entre guillemets. C'est à cause de lui, hein, je vous signale que c'est à cause de lui que ma vie a pris c'est un des responsables de la tournure qu'a pris ma vie, parce que il était très optimiste, et moi il m'a convaincu que la révolution mondiale était pour très bientôt, et donc j'ai toujours l'impression qu'on est au bord d'eux, sauf que le bord est peut-être plus long que qu'on le pense. Et donc c'est pour ça que j'ai renoncé aux études supérieures. Mais des fois, j'ai un peu des regrets quand même. et quant à moi, je n'en ai aucun, je n'ai jamais eu. Alors, c'est ça qu'il y a de bien. S'il y a bien une chose que j'ai jamais regrettée, c'est ça. Bon. Non, moi, disons que il y a quand même des signes. Je ne sais pas comment tu vois, toi, les choses. Mais moi je vois des signes de... on n'est pas dans un effondrement complet des luttes, quoi. On est dans des moments où ça reflue, ça repart. On est quand même dans un monde de durcissement du pouvoir, par contre. Aussi. Après, des fois, je me dis peut-être que le monde auquel on rêve n'est peut-être que dans ces luttes. Pour avoir un monde meilleur, quoi. En tout cas, je pense que la principale preuve de la possibilité de notre monde, que notre monde est possible, que notre monde plus juste et plus harmonieux, avec des rapports plus harmonieux avec la nature, etc., est possible. La principale preuve, c'est dans nos luttes qu'on la vit. C'est-à-dire dans les moments où on sent qu'il y a cette communication généralisée. Mai 68, ça a été principalement, quand tu interroges les témoins, ils se rappellent que tout le monde parlait avec tout le monde, et qu'il y avait cette sensation. Et cette sensation, on l'a retrouvée dans les cortèges de tête, on l'a retrouvée sur la place, dans les ZAD, etc. Voilà. Et pour moi, c'est la principale preuve que le communisme est possible. Au contraire c'est là que je me suis séparé de l'ultra-gauche historique, des gens qui ont voulu continuer dans un strict fil théorique à partir de Marx, dans l'idée que le capitalisme est porteur de sa propre fin, est porteur du communisme, et il va aboutir à produire lui-même les conditions de son dépassement, avec cette idée qu'il y a une espèce de mécanique qui échappe quasiment à la volonté humaine, et que, qu'on le veuille ou pas, le prolétariat un jour apparaîtra et mettra fin au communisme. Et ça, pour moi, c'est au capitalisme. Au capitalisme. Au capitalisme. Et ça, c'est une fantasmagorie, complètement scientiste et complètement mécaniste.
Bah, ça, on peut le dire que c'est l'espèce de petite machine hegelienne. Hein. Enfin, Oui. c'est l'hegelianisme chez Marx. Bon, pour ceux qui connaîtraient dans la philo, c'est une espèce de une petite machine, une petite boîte. Tu rentres dedans l'histoire et tout va fonctionner comme ça devrait fonctionner. Et Marx s'appuie sur cette idée, mais c'est aussi peut-être un peu pour se rassurer lui-même. Oh, bah, vous inquiétez pas, forcément, les choses ne peuvent qu'aboutir à. Ouais. Mais à cette mécanique, enfin voilà, en gros, à cette idée absolument linéaire de l'histoire qui ne peut en gros se dérouler que comme il est prévu qu'elle se déroule, qui est donc qui est très théologique par ailleurs. Il y a quand même cet autre fil historique qui est, c'est ce que tu dis, qui est le fil des luttes, le fil du refus, le fil qui lui est pas une idée philosophique, qui est pas une petite machine dans laquelle tu rentres tout et tout ressort comme il faudrait derrière, Oui, mais qui est Marx est tout un continent et on y prend ce qu'on veut aussi. On peut voir Marx comme ayant créé cette idée de révolution quasi inévitable et qui est une espèce de mécanique sur lesquelles les volontés humaines ont peu de prise, mais finalement, on peut prendre beaucoup d'autres choses en Marx. On peut prendre vraiment la critique. On peut aussi trouver dans ces textes la critique de ce point de vue-là. Et pour moi, je reviens toujours à la même chose. Pour moi, ce qui était essentiel dans Marx, et c'est un des points sur lesquels je pense qu'il faut tenir, c'est que au départ, il y a une révolte éthique. Il y a quelque chose c'est pas possible. Il voit le soulèvement des tisserands silésiens et il se sent en empathie avec eux, avec ces gens qui veulent se révolter contre le jeune Marx, qui était un jeune post-doctorant. À ce moment-là, il prend le parti des tisserands silésiens et c'est pas un calcul purement intellectuel qui lui fait prendre ça. C'est un élan. Et pour moi, ça reste fondamental. C'est-à-dire qu'il y a l'élan, et puis d'autre part, il y a la volonté d'essayer d'objectiver dans la société, de montrer comment dans la société, il y a des forces objectives sur lesquelles on peut s'appuyer, dont on peut essayer de comprendre le jeu, etc. Mais il ne faut pas s'imaginer que ces forces objectives, il n'y a qu'à les laisser faire, et puis donc c'est pour ça que je m'inscris en faux contre la position d'une certaine ultra-gauche qui défend l'idée que en gros, il ne faut pas intervenir. La seule chose qu'on peut faire, c'est servir de caisse de résonance, mettre un peu... Et c'est souvent c'est parmi les groupes les plus estimables, comme ICO, International Information et Correspondance ouvrière, un groupe qui a existé après 68, qui a continué longtemps, qui a pris d'autres noms, qui se présentait principalement comme une espèce d'agence de presse des luttes, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait mettre en rapport et surtout pas intervenir de manière intempestive. Et on a toujours cette idée que... alors que moi, je pense qu'il faut défendre ce qu'on a à dire. Pas essayer de prendre... la question, c'est de savoir comment... le degré de stratégie qu'on va essayer d'introduire, parce que tous ceux qui, parmi nous, ont pu se poser en grand stratège qui devine les coups de l'adversaire, que ce soit Debord ou d'autres qui se sont mis à s'imaginer qu'ils allaient ils jouaient au go avec les puissants, d'une certaine manière, ils se sont plantés. Debord, il a fait une version complètement hallucinée de ce qui se passait en Italie, par exemple. Les situationnistes racontaient des bêtises. Bon. Et voilà, maintenant je me suis un peu perdu dans mon raisonnement, mais enfin... je sais plus. Non, tu voulais dire que tu critiquais une des... Parce qu'en fait, à un moment donné, en France notamment, une des tendances de l'ultra-gauche historique a consisté à dire, donc a été donc jusqu'à maintenant le courant un peu, jusqu'au courant communisateur, a consisté à dire
finalement, le fonctionnement même de l'histoire amène à l'endroit où on veut arriver. Enfin, le communisme, ça va être tip-top. Le seul... Et rejetant l'idée on va prendre la tête des luttes, etc., se retrouver à développer cette position qui est une non-position, qui est de dire, nous, en fait, on va juste regarder ce qui se passe. Et donc, tu parlais de Hugo, etc. On va regarder ce qui se passe et on va juste commenter un petit peu, éventuellement donner un avis sur ce qui se passe. Mais en fait, d'un seul coup, on n'a plus à intervenir sur l'ordre des choses. Parce que surtout parce que intervenir, c'est déjà vouloir prendre la direction, comme si vouloir. Donc alors là, c'est obligé de prendre la direction. Voilà, c'est exactement. On n'est pas obligé de prendre la direction. On peut intervenir sans prendre la direction. Mais on peut tenter des coups, quoi. Et le plus fou là-dedans, c'est de se dire qu'en fait, tu pourrais te permettre de ne pas intervenir. C'est que, en fait, pour ne pas avoir envie d'intervenir sur le cours des choses, ça implique que tu ne te sens pas particulièrement prolétaire. Enfin, si tu te sens prolétaire, pour reprendre ce vocable-là, tu as quand même un petit peu envie d'intervenir. Je vais me dire, ah oui, non, mais quand même, ça serait dommage de passer pour un léniniste. Enfin, c'est un luxe de théoricien un peu délirant que de se dire que la meilleure position, c'est de ne jamais rien faire pour changer le monde. Bon, bon, il faut dire aussi que, comme j'explique dans mon bouquin, l'ultra-gauche n'a pas été la seule influence à laquelle je me suis confronté. Il y a aussi les anarchistes. Et pour moi, les anarchistes, leur principal apport théorique, c'est leur pratique. C'est l'histoire des soulèvements anarchistes et l'histoire des vies d'anarchistes. Et les plus importants textes théoriques des anarchistes, pour moi, c'est leur biographie, leur biographie ou leur autobiographie. Les textes comme ceux d'Emma Goldman ou de tant d'autres, ça te fait réfléchir beaucoup à l'histoire et sur comment les transformer. Et puis il y a aussi l'autonomie italienne que j'ai découvert tardivement, enfin l'histoire de l'autonomie italienne des années 70, qui a été un mouvement qui est né dans la pratique, des usines, qui est né dans c'est un mouvement qui n'est pas né de juste dans le Trentino, dans la tête de quelques intellectuels qui ont joué un rôle important, mais c'était pas eux qui ont été qui ont fait les luttes, ce sont les luttes qui les ont fait réfléchir. Ce sont les luttes qui ont fait que ces gens ont pensé, et non pas eux qui ont fait, en pensant, déclencher les luttes. Je pense que tu es d'accord avec moi. Exactement. Exactement, parce que moi, je viens de ma jeunesse italienne, j'ai jamais entendu parler d'ultra-gauche, ultra-sinistre. On parlait d'abord des sinistres extra-parlementaires, des gauches en dehors du Parlement qui ne voulaient pas se présenter aux élections. Et puis le pouvoir parlait d'extrême sinistre, d'extrême gauche. Et ultra-gauche, je m'ai entendu. Les ultras en Italie, dans les années 70, c'était des ultras du foot, des stades. Et là, c'était très connoté politiquement. Très connoté politiquement. Il y a quelqu'un, je ne me souviens plus le nom, qui avait fait un bouquin il y a 20 ans, j'avais connu, et qui avait fait, justement, avec des photos, c'était un photographe, fait une belle thèse, et on voit sur les photos les ultras de Milan, les ultras de la Rome, et les ultras de Turin, et bien c'était complètement différent des ultras de la Juventus, des ultras de l'Inter et des ultras de la Lazio, qui sont encore aujourd'hui fachos. Et on voit sur les photos les ultras d'extrême gauche, enfin l'ultra-gauche, c'était typologie, look, un peu hippie, un peu de gauche, cheveux longs, vous voyez, bon. C'était les ultra-gauche. Voilà. Mais ceci dit, l'histoire est assez parallèle, l'histoire française ou allemande, parce que les conseils ouvriers ont une importance énorme. Et après la Première Guerre mondiale, ensuite après la Deuxième Guerre mondiale, et après en 68. Et puis, des conseils ouvriers sont nés des assemblées ouvrières autonomes,
donc l'autonomie ouvrière, les comités collectifs et tout ça, donc horizontal, et donc hors syndicat, hors parti, etc. Et la critique d'où s'est constituée l'autonomie italienne. Or, l'ultra-gauche, évidemment, tu l'as dit, c'est une invention, c'est pas la généalogie précise et qui s'est reconnu en tant qu'ultra-gauche dans l'histoire du XXe siècle ou un peu avant. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est utilisé fondamentalement par le pouvoir pour définir quoi, ils ne savent pas comment dire, une nébuleuse qui échappe à toute définition. Évidemment, une partie imaginaire comme étant visible, voilà, chope ce qui est impossible. Et c'est très bien comme ça. Et donc, tu dis dans ton introduction, pourquoi ne pas retourner le stigmate. Et ça s'est fait plusieurs fois dans l'histoire. Tu me traites de ça, voilà, je l'assume. Et finalement, je pourrais dire aujourd'hui, oui, je suis d'ultra-gauche. Parce que si par l'ultra-gauche on entend toute cette nébuleuse que les pouvoirs n'arrivent pas à maîtriser, à mater, hein, et constituée de qui? On ne sait pas trop qui, zadistes, maintenant des jeunes qui sont dans les manifs sauvages le soir et qui sont, des fois ils portent bien, des fois c'est des gilets jaunes prolos qui sont toujours résistants, on ne sait pas trop. Mais on entend par l'ultra-gauche tous les gens qui, n'importe quel métier qu'ils fassent, n'importe où ils se trouvent, d'accord, ils sont révoltés contre le système. Et c'est déjà de critiquer, de démolir le système actuel et en même temps d'essayer de construire, bon an, mal an, d'autres stations qui puissent donner l'espoir de notre vie, parce que c'est ça, le truc, changer de vie, changer le monde, c'est changer de vie. D'accord? Et c'est ça, bon, d'accord, je suis ultra-gauche. Après, je prends ça parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais ce qui me chagrine, qui me tue presque, c'est que moi, je me dis toujours communiste. Alors, après, je dois toujours préciser communiste libertaire, s'il vous plaît, d'accord? Parce que ça, c'est toute une longue tradition, quand même, anarchiste, conseilliste, tout ça, qu'il y a eu des filons depuis 150 ans ce qui s'appelait communiste, tendance léniniste stalinienne et tendance anarchiste, et voilà, mais c'est qui est fondamental. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne ose se revendiquer du communisme, le communisme qui n'a jamais existé, à la limite, mais se revendiquer de cette idée, de cette fidélité à des principes. C'est d'abord, on commence par l'éthique. Je sais pas vous, mais moi, j'ai commencé par une éthique, d'être empathique avec ceux qui souffraient. Ceux qui souffraient, je me souviens, en CM2 en Italie, j'avais écrit une lettre à un garçon noir, j'étais en 106 aux États-Unis, parce que j'étais impressionné par ce qui s'est passé aux États-Unis, le racisme, tout ça, et donc j'étais sensible à ça. Et après, j'étais sensible à la souffrance des ouvriers, à la souffrance des pauvres. Et c'est comme ça. Et parce qu'après, on parle déjà d'une empathie avec. Et après, les idées, on peut construire, on peut. Mais comme tu dis justement, Serge, une histoire personnelle de l'ultra-gauche, j'entends parfaitement. Parce que les idées voyagent, les idées sont véhiculées par des livres, maintenant de plus en plus véhiculées par des images, des vidéos, etc. D'accord? Mais après, il faut des gens qui les incarnent, ces idées. Il faut des gens qui les incarnent. Et c'est ça qui est fondamental. Et après, c'est des figures. Moi, j'avais travaillé, j'ai fait un film, un documentaire sur les ouvriers agricoles anarchistes en Andalousie au XXe siècle. C'est un type qui arrive dans un village, qui a des idées anarchistes, et qui sait lire et écrire, et qui transmet le message. C'est incarné. Il faut des hommes et des femmes qui l'incarnent, et identifier et apprécier. Oui, parce que moi, j'ai horreur depuis ma jeunesse des théoriciens qui font des bouquins super conceptualistes.
Ça mène à quoi? Juste à faire chier les gens qui essaient de les lire. Non, on peut bien aimer. Oui, oui. Non, mais il y a un autre problème quand même dans l'idée, dans le terme d'ultra-gauche, c'est quand même gauche, quoi. Enfin, qui est quand même Oui, et l'ultra-gauche, ce que j'aime bien dans ce thème, c'est au-delà de la gauche, parce que moi, vous... Au-delà de l'arc parlementaire. Non, au-delà de la gauche, c'est tel qu'on entend, parce que moi, comme vous, je pense, ici autour de la table, dans la salle, et on peut partager des critiques, des idées avec Mélenchon ou avec Fabien Roussel. Là. Ah non. Non, attendez, certaines idées, mais Je ne vois pas trop lesquelles. Sur la critique de la réforme de l'État de Macron, évidemment, on va se trouver d'accord. Mais après je ne suis pas d'accord avec les propos de Roussel, nationaliste, beauf, etc. Et facho, parce que voilà, c'est ça le truc. Quelqu'un qui se dit communiste peut être en même temps facho, c'est ça le truc de l'histoire. Et donc, ultra-gauche, c'est au-delà de cette gauche, parce que qu'est-ce qu'on partage? Qu'est-ce qu'on partage? Je ne sais pas. Ben, en tout cas, en ce qui concerne le mouvement de l'autonomie ouvrière, dont je parlais tout à l'heure, je crois que l'autonomie ouvrière, ce qui a été très important, l'apport essentiel, je pense que en étant justement mêlé au mouvement révolutionnaire le plus important en Occident dans la deuxième moitié du XXe siècle, les gens qui ont été amenés à réfléchir à qui faisait la révolution, quels étaient les groupes sociaux qui faisaient la révolution, et ils sont partis de l'idée classique de c'est la classe ouvrière des usines, mais comme ils ont assisté à la transformation du travail moderne, la transformation la transformation de la composition de la classe ouvrière, ils ont été amenés à essayer de donner une autre définition de ce que pouvait être l'agent principal de la révolution. Et ce sont ceux qui ont le plus réfléchi aux transformations du travail. Bon, ce qui a fait que aussi j'ai remis en cause la vision finalement très classique ouvriériste que peut véhiculer l'ultra-gauche que je dirais, moi, fossilisée, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de centralité de ce qu'ils appellent le prolétariat qui demeure, quoi qu'il arrive, et que ce qui fait qu'ils sont amenés, au nom de la défense d'une certaine pureté, à rejeter tout un tas de mouvements parce que le prolétariat n'y occuperait pas la place centrale. La commune d'Oaxaca, c'était des petits bourgeois parce que c'était des instituteurs. Moi, je trouve ça complètement aberrant, quoi. Et les mouvements des places, c'était pas des ouvriers se battant dans des usines. Donc, bon, il y a cette espèce de sectarisme duquel je me suis complètement séparé, et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas absolument chercher à mettre dans une... je pense que c'était une démarche qui était largement erronée dès le départ, et qui n'a pas cessé de l'être de plus en plus, que de vouloir à tout prix faire porter à une classe sociale précise, définie finalement avec des critères sociologiques, la mission historique de qu'elle le veuille ou non, de mettre fin au capitalisme. C'est un abus intellectuel. Je pense qu'il faut se poser la question de qui fait sur la révolution, c'est plus quelle est la classe plutôt que quelle est la classe. Il faut se demander qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est que faire la révolution. Et c'est pour ça que, pour finir, je pense que l'apport le plus intéressant du courant ultra-gauche, c'est d'avoir
fait sentir d'avoir saisi que ce qu'il y a de plus important, c'est qu'est-ce que la révolution? C'est la transformation pratique de la vie quotidienne. C'est la révolution, c'est l'instauration du communisme. L'arme principale de la révolution, c'est la transformation des relations sociales. Et ça, ça c'est, pour moi, c'est ce qui reste l'apport essentiel. Après, la composition de classe, qui fait quoi, j'explique dans mon bouquin, par exemple, que si on veut revenir à des échelles beaucoup plus locales, ce qui semble absolument évident et important pour la production, essayer de relocaliser au maximum pour que les gens aient du pouvoir sur leurs propres conditions de vie. Par exemple, sur la question de la production d'énergie, la question de la production d'électricité, ça ne pourra se faire que par la collaboration entre différents corps de métier, y compris ceux qui sont définis comme des cadres, comme des appartenant à la classe moyenne, qui est honnie par cette tendance sectaire de l'ultra-gauche. Là-dessus, je pense qu'il y a un truc, il y a un nœud hyper important, je ne sais pas s'il a clarifié, mais en tout cas sur lequel il y a vraiment à réfléchir, c'est la question du sujet révolutionnaire, quoi, donc, qui est vraiment le fond du tout le marxisme, qui est le bon sujet révolutionnaire. Les situs, ils avaient eu cette phrase qui était pour le coup aussi détestable qu'il puisse être a posteriori, qui était très très juste. Ils disaient le prolétaire, c'est celui qui n'a pas de pouvoir sur sa vie et qui le sait, qui était donc un détournement de Marx, qui en gros consistait, décaler le truc, c'était pas est-ce que tu as les moyens de production ou non, c'est est-ce que tu as un pouvoir sur ta vie. Dans la mesure où pas grand monde a beaucoup de pouvoir sur ta vie, ça permettait d'élargir. Oui, mais ça permet de l'élargir trop aussi, parce que tu peux dire que le cadre sup, il croit qu'il a un pouvoir sur sa vie, mais il a pas. Je pense que c'est tout l'intérêt pour le coup de ce truc, ce qui veut pas dire que les cadres sup sont nécessairement des camarades révolutionnaires, mais en tout cas, non, mais en fait, je pense qu'il y a un passage qui est hyper important à capter, c'est que donc en gros, dans la marxologie, dans la vulgate marxiste, c'est l'économie qui fait l'histoire, on est d'accord. L'évolution du système, enfin de la production va amener au communisme, et donc de facto, logiquement, les prolétaires qui n'ont pas les moyens de production sont ceux qui vont être en mesure de s'en emparer et de réaliser le communisme en récupérant les moyens de production. Et bon, voilà. Donc il y a un truc qui est donc très 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 mécanique comme ça, et qui donc amène du point A au point B très logiquement. Sauf que entre-temps, le capital a énormément évolué, évidemment, y compris technologiquement, techniquement, technologiquement et tout ça. Et en fait, au fil, à travers les années 70, d'un seul coup, cette idée, par exemple, de l'autogestion, de dire en fait, on va récupérer, on va reprendre l'outil de travail, et une fois qu'il sera aux ouvriers, ça sera hyper chouette. D'un seul coup, on s'est bien évidemment rendu compte que reprendre une usine pour faire des puces Apple, ou reprendre une ANPE, reprendre genre à peu près ce que tout le monde fait, ou une centrale nucléaire, etc., ça, et que d'un seul coup, ça faisait pas tout à fait rêver, et que ça ressemblait pas tout à fait au communisme. Et donc, d'un seul coup, cette espèce de lien complètement mécanique qui fait que voilà, les ouvriers exploités, aliénés, récupèrent l'outil de travail, en gros le monde tel qu'il est, et en le partageant vont en faire un monde partageable et souhaitable, et d'un seul coup elle marchait plus, quoi. Il y a un truc qui fonctionnait plus, parce qu'il qu'est-ce qu'il y a à s'accaparer aujourd'hui, des choses à piller, il y en a, des choses à reprendre certainement, mais le monde qu'on imagine, s'il ressemble même d'un tout petit peu près à celui-ci, quand même, personne n'en veut, quoi. Et donc d'un seul coup, cette espèce de lien logique marxiste fonctionnait plus. Parallèlement, évidemment, le milieu du travail, la production de manière générale, c'est complètement éparpillé. Il n'y a plus de grandes usines, je parle en Occident et en France, là où on opère, il n'y a plus des usines avec 200 000 ouvriers, etc. Les gens sont uberisés, les gens sont dans l'auto-entrepreneuriat, etc. Et donc, d'un seul coup, on a tout un
toute une mécanique qui ne peut plus fonctionner parce que je perds le fil de ce que j'étais en train de dire, mais je pense que c'est important. Il y a toute une espèce de mécanique qui peut plus fonctionner, et donc d'un seul coup, tout le rapport à la gauche, tout le rapport à l'économie, il y a plein de trucs qui en fait aujourd'hui ne fonctionnent plus. Et là maintenant, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui de nos jours? C'est les appels à la désertion, c'est les soulèvements de la terre, c'est plus du tout des logiques politiques qui prennent pour centre le travail. En fait, évidemment, le travail pourrit la vie de tout le monde au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de travail. Tout le monde subit le travail, tout le monde vit dans des niveaux de précarité extrêmement pénibles et tout ça. Mais le travail n'est plus le centre. Et donc, j'ai retrouvé mon fil. Et donc, d'un seul coup, la question de la classe sociale que serait le prolétariat qui partagerait la même condition de travail au sein de l'appareil de production. Ça marche plus parce qu'il n'y a plus un appareil de production centralisé, il n'y a plus un monde du travail centralisé, il n'y a plus et quasiment comme si on travaillait à la marge. Oui et non, parce que je pense que ça a été une erreur majeure, disons quoi, des marxistes, de tout focaliser sur les ouvriers d'usine et le contrôle des moyens de production. D'accord. Une erreur majeure, parce qu'aujourd'hui on voit bien, les raffineurs, quelques milliers de raffineurs en France ont un pouvoir de chantage, ce pouvoir énorme. Mais c'est quelques milliers. Et déjà l'autonomie ouvrière italienne, née de l'usine, d'accord, mais déjà à la fin des années 70, ce n'était pas les usines, c'était le prolétariat. Le prolétariat, c'était l'autonomie prolétarienne. Et aujourd'hui, c'est plus évident. Les ouvriers en France, minoritaires, les ouvriers d'usine, de production. Et il faut arrêter avec ces histoires des sujets révolutionnaires, c'est les ouvriers d'usine. Ça, c'est caduc, c'est mort. Voyons, c'est en Chine qu'il y a 500 millions d'ouvriers d'usine aujourd'hui, d'accord? C'est l'exportation des localisations de la main-d'œuvre, tout ça. Bon, donc ça ne veut pas dire que la classe ouvrière a disparu. Au contraire, mais maintenant, c'est qui les sujets révolutionnaires en France, en Occident? C'est pas les ouvriers majoritaires, c'est une panoplie de travaux. Les principaux prolétaires aujourd'hui qui subissent, qui souffrent le travail tel qu'il est construit par les capitalistes, c'est les ouvriers de la distribution. Les caissiers de supermarché, les livraires, c'est tout ce qui est distribution. C'est là qu'il y a le plus de souffrance. C'est pas dans les usines établies. Et donc l'idée des établis, après 68, des bourgeois, des gens très bien, qui sont allés faire l'ouvrier à l'usine, c'était une idée un peu, aujourd'hui on dirait farfelue, quoi. Ils y croyaient parce qu'ils avaient une éthique. D'accord, mais aujourd'hui, c'est évidemment les mouvements révolutionnaires, les sujets révolutionnaires, c'est qui disaient les trucs fondamentaux, c'est changer les relations sociales et construire de nouvelles formes de vie. D'accord, et donc, dans la pratique, et aujourd'hui, ce qui est en train aussi, en Occident, de changer beaucoup dans les relations sociales, c'est tout le mouvement LGBT, mais c'est une évidence totale. Et donc qui va bien au-delà de tout ce qui contrôle les moyens de production. Bon, on est largement au-delà. Non, je pensais à ça à l'instant, en vous écoutant. Il y a un poète qui s'appelle Monchouachi et qui écrit il faut se hâter, le monde va fermer. Et je me demandais si vous étiez souvent dit ça. Le monde va fermer. Moi, je suis né, culture, catastrophisme, comme disait Serge. Le capitalisme va s'écrouler et donc le communisme va naître dans le centre du capitalisme. Moi, je n'ai jamais cru. Et maintenant, c'est que je trouve que le catastrophisme écologique, c'est une autre aberration, c'est une stupidité, quoi. Évidemment qu'il y a changement climatique et tout ça. Non, les catastrophismes écologiques, je trouve que c'est une aberration, c'est pas en faisant peur que tu donnes espoir aux gens. Il faut donner espoir aux gens, construire d'autres formes de vie, d'autres formes de paysannerie, comme disait les journalistes, comme faisant paysan, d'autres formes d'exploitation, des rapports avec la terre. C'est ce que je dis dans mon livre, le communisme ne saurait être le fruit d'une menace. Je pense que il y a quand même
c'est un facteur. La possibilité de la catastrophe et la présence, le sentiment de la catastrophe possible est quand même un facteur essentiel de notre époque. Je crois que ça réintroduit une forme de millénarisme dont il faut tenir compte, en particulier par rapport aux jeunes générations. Je pense que les générations plus jeunes que les nôtres peuvent avoir le sentiment qui n'est pas tout à fait infondé, qu'elles risquent de voir s'écrouler énormément de commodités qu'on a connues auparavant, et de connaître un monde bien pire sur le plan de la simple commodité de vivre que ce qui a été connu. Je veux dire, c'est peut-être pas une fin effroyable, mais ça risque d'être un effroi sans fin. Et je pense que c'est quand même une donnée dont il faut tenir compte, et c'est pas simplement en disant le communisme ne peut pas être le résultat d'une menace qu'on s'en sort. Je pense qu'il faut se dire aussi, je pense que c'est important, il faut dire aussi que la seule manière d'échapper à l'effroi sans fin, c'est la création d'une autre société, c'est d'en finir avec le capitalisme. Et qu'est-ce que c'est, pour moi, parce que je voudrais renouer avec le fil d'idées que j'ai avancé tout à l'heure, c'est-à-dire il faut définir la force sociale qui va mettre fin au capitalisme, et définir cette force sociale. Si on renonce à l'ancrer dans une identité sociale particulière, dans quoi on l'ancre? Je dis, on l'ancre dans une pratique. Mais qu'est-ce que c'est que cette pratique? C'est la transformation sociale. Et qu'est-ce que c'est que cette transformation sociale, fondamentalement? Pour moi, c'est la lutte contre l'exploitation, la fin de l'exploitation. Je pense que pour moi, la notion d'exploitation est essentielle à approfondir. La notion d'exploitation va au-delà de la notion de domination. C'est-à-dire que pour en finir avec le capitalisme, ça veut dire en finir avec la domination de l'activité, la domination sur l'activité humaine. Parce que la domination, c'est un rapport qui peut être purement passif, de soumission, simplement de soumission. La réalité de ce qui ne va pas, c'est que l'humanité a réussi à produire un rapport qui est un rapport qu'elle a aussi bien avec la nature que les hommes ont eu avec les femmes, que les hommes ont eu avec les esclaves, que le capitalisme a eu avec la classe ouvrière, qui est un rapport d'exploitation, c'est-à-dire faire participer l'autre à sa propre aliénation, c'est-à-dire dominer son activité pour en tirer un profit, en l'occurrence le développement élargi du capital. Mais en finir avec l'exploitation, on n'en finira pas avec l'exploitation, ça n'en finit pas avec l'exploitation des couches les plus exploitées, les plus misérables, mais c'est pas seulement elle, c'est en finir avec l'exploitation des animaux, l'exploitation de la nature, et c'est-à-dire des exploitations qui sont bien antérieures au capitalisme, qui ont des exploitations millénaires. Et donc, pour moi, toutes les formes d'activité qui vont dans ce sens-là, tous les gens qui sont porteurs de cette activité-là, c'est eux le sujet révolutionnaire. Oui, mais justement, moi j'apprécie que quand même il y a une évolution. Avant aussi, il y avait des gens critiques et lucides qui avaient conscience. Mais quand même, nous sommes, et avant nous, d'autres partis, en finir avec l'exploitation de l'homme par l'homme. Bon. Et après, quand même, dans ma jeunesse, en fait, en finir avec l'exploitation de la femme par l'homme. Bon.
évolution suivante, en finir avec l'exploitation de la nature, de la terre, des arbres, de la part des humains. Et maintenant, on en est, pour moi, c'est la bataille actuelle et future, c'est en finir avec l'exploitation de nos frères et sœurs dits animaux. C'est ça la bataille majeure, à mon avis, et future. D'accord? Parce que j'espère que dans 20 ans, 30 ans, et passons, les générations futures diront, mais putain, mais il étaient les animaux dans un camp de concentration, parce que maintenant, plus personne songe à un camp de concentration pour l'humain, mais les camps de concentration pour les dites bêtes sont monstrueux, et c'est majeur comme problème, c'est majeur. Mais je suis... c'est ce que je dis, hein, je dis pas autre chose. De toute façon. Mais je pense qu'il ne faut pas... T'es pour la liberté, il faut pas... Sauf que il faut pas... Je pense qu'il ne faut pas hiérarchiser, il ne faut pas mettre une lutte au-dessus de l'autre. Je pense que la lutte contre toutes les formes d'exploitation, ces luttes-là doivent se rejoindre et se renforcer. Oui, et puis il y a quand même quoi qu'on pense de ce qu'il faut faire des animaux, il y a quand même un point commun à ce que toi tu nommes l'exploitation, qui est un rapport au monde utilitariste, qui est un rapport au monde économique, qui est en fait de percevoir le monde en tant que sujet, comme un objet qui nous entoure, dont on va devoir venir prendre le contrôle, maîtriser. Enfin, c'est un rapport très très particulier, qui est le rapport de l'Occident, qui est un rapport civilisationnel en fait. Oui. Le capitalisme, il n'est pas comme ça de deux esprits un peu malades qui sont là, on va aller prendre dans la poche des pauvres. Il procède d'un rapport au monde, et c'est ce rapport au monde-là qui est nocif et triste. Voilà. Et il s'agit de chercher un rapport que moi j'appelle l'alliance du vivant, c'est-à-dire ça fait un peu un rapport d'alliance. Ça c'est fait un quoi? peu cucul la praline. Ah, moi je trouve ça très joli. Oh. C'est le sentiment d'être entre le vivant et le mourant, quoi. On a l'impression d'être plus dans la question du vivant, mais du mourant, en fait. Non, mais tu vois, t'avais l'autre qui disait le vent se lève, il faut tenter de vivre, et maintenant t'as des poètes qui écrivent il faut se hâter, le monde va fermer, quoi. C'est plus les mêmes. Ben oui.